Bonjour, bonjour et bon réveil à tous. Merci d'être là en ce lundi 19 mars 2018. 19 mars est une date anniversaire pour l'Algérie. Nous évoquerons ce matin avec notre invité Hassan Arab, qui est animateur radio, versé dans l'histoire de l'Algérie. Nous évoquerons donc ce 19 mars 1962, date à laquelle a pris effet le cessez-le-feu qui a mis fin à 7 ans de guerre entre le peuple algérien et le colonisateur français. Ceci étant le premier sujet de cette matinale, nous sommes lundi bien sûr et chaque lundi, Mustapha Boufellah revient. Aujourd'hui, nous le retrouverons avec une invitée qui représente un centre pédagogique pour personnes en situation de handicap. Nous présenterons donc ce centre avec nos deux invités et puis également ce matin, nous parlerons de cette journée, plutôt de cette heure consacrée à la planète. Oui, nous sommes à J-4 d'un événement mondial qui touche également Alger. Alger, à l'instar de 180 autres capitales, va vivre cet événement au service de la planète, au service des espèces qui sont menacées d'extinction, au service de cet environnement qui est de plus en plus menacé. Donc nous parlerons de tout ceci avec une représentante de l'association Sidra qui va orchestrer cet événement. En fait, de quoi il s'agit? Il s'agit d'une heure durant laquelle tout Alger va éteindre un petit peu les lumières pour mettre en lumière tous ces dangers que je viens de citer. Ce matin, nous recevrons également aux côtés donc de Meriem Chekirou, représentant de l'association Sidra, Monsieur Ben Yerlef, qui est directeur de l'énergie de la wilaya d'Alger qui prend part avec force à cet événement qui est sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président Abdelaziz Bouteflika. Ce matin, dans Bonjour d'Algérie, nous aurons le plaisir de recevoir une jeune cinéaste doublée de journaliste. La jeune cinéaste Yasmine Chouir signe son premier long métrage qui sera présenté en avant-première algérienne aujourd'hui à la salle El Mougar à partir de 19h30. Nous parlerons de cette histoire insolite qui met en valeur l'amour dans des situations de plutôt incroyable, un amour qui est né dans un cimetière. Et oui, le détail de cette histoire d'amour entre des septuagénaires, et oui, c'est encore un autre aspect de l'originalité de ce film que nous découvrirons avec la réalisatrice dans un petit moment. Et puis nous parlerons également, bon, sans transition aucune, d'agriculture, puisque nous évoquerons aussi de nouveaux contrats d'exportation dans le domaine agricole avec Monsieur Zbiri Karim, qui est chef d'entreprise leader en la matière. Voilà un petit peu ce qui composera la mosaïque de cette matinale Bonjour d'Algérie, votre magazine donc Bonjour d'Algérie, qui débute chaque fois par une météo. Aujourd'hui, c'est la météo de Amel Haribi que nous allons découvrir ensemble. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Bonjour Amel. Bonjour Adia. Ça va, merci. Et toujours les chats qui tournent. On est encore au mois de mars. Hein. Oui. Ah oui. On s'en souviendra de ce mois, oui. Tous les matins avant de démarrer. Les cordes vocales. C'est tout à fait normal. Ouais. Nous vivons plusieurs saisons la même journée. Nous avons un printemps. En une journée, on a presque les 4 saisons, hein, ouais, franchement. Aujourd'hui, voilà. Oui, le ciel est beau en tout cas. Oui. Ouais. Et ça que dit le ciel un peu plus haut, donc par satellite, qu'est-ce qu'il nous donne? Il y aura une petite amélioration pour aujourd'hui. On va souffler un peu. Très bien. Voilà. Alors, le détail s'il vous plaît. D'accord. Merci Nadia, bonjour à tous et bon réveil. Pour aujourd'hui, on aura des passages nuageux sur pratiquement l'ensemble des régions nord. Ces nuages sont parfois assez denses, occasionnant quelques pluies durant cette matinée, puis des éclaircies gagneront du terrain sur les régions de l'ouest et le centre, mais le temps va s'améliorer progressivement sur les régions de l'est et à nouveau les nuages reviendront, mais cette fois-ci en cours de nuit sur pratiquement l'ensemble des régions nord qui vont donner des pluies sous forme d'averses sur l'ouest et le centre. À noter des vents assez forts pouvant atteindre les 60 km/h durant l'après-midi sur les régions côtières ouest et centre. La moitié sud, excepté quelques voiles sur le Nord Sahara ainsi que les oasis. Partout ailleurs, le soleil s'en donnera à cœur joie sur le sud-ouest, la Sahara, le Sahara central, l'extrême sud, le Gartassili ainsi que le Sahara oriental avec 2 fréquences éléments de sable au Nord Sahara, les oasis ainsi que le Sahara central et le nord du Sahara oriental.
Les températures. L'après-midi, eh bien, Météo Algérie a prévu des températures assez agréables pour la saison, avec toutefois un minimum de 10 degrés du côté de Batna Sétif, 11 Jefa Al Beyot, 15 Alger, 16 degrés à Naba également Oran, 17 le maximum Tlemcen, au sud 22 degrés du côté de Biskra, 23 Gardaya, 24 à Béchar, également Hassim Soud Ouagla, 28 à Tindouf, 29 à Drar, Ilizi, 30 degrés Insalah Tamanrasset Janet et enfin le maximum 39 degrés Borj Bedi Mokhtar et Ingzam. Et comme d'habitude, une petite escale du côté de l'Europe où quelques flocons de neige intéresseront cet après-midi la ville d'Helsinki, des nuages aussi du côté de Berne et de la neige aussi vers Paris avec aussi des orages du côté de Bordeaux, un temps nuageux et pluvieux à Lisbonne, Madrid, passagèrement nuageux vers Prague ainsi qu'à Copenhague, Oslo, Varsovie, également Marseille, Dublin, Londres. Le thermomètre indiquera moins 1 degré le minimum à Prague, 4 degrés à Oslo, 2 Helsinki, Varsovie, 0 degré à Bucarest, 2 degrés à Berne, 7 à Paris, 4 à Londres, 5 Dublin, 15 degrés à Bordeaux, 8 à Madrid et enfin le maximum cette fois-ci à Athènes avec 19 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous a été présentée par Mobilis. Merci beaucoup, Amel. C'est moi, Radia. Passez une excellente journée. Également. Voilà, on se quitte en chanson avec comme d'habitude. Noura Gnawa, vous connaissez, vous aimez le Gnawi Le Gnawi, de manière Le Gnawi générale. en général, oui. Bah là, c'est une voix féminine qui interprète pour nous Dzaïr Zinat El Boulden et pour vous également qui êtes avec nous ce matin dans Bonjour d'Algérie. جزاير يا زينة البلدان من بكري على مكير فرح نجماها والهلال جزاير يا بلاد الشجعان خواكينا وبالصح تبان جزاير يا زينة البلدان من بكري على مكير فرح نجماها والهلال جزاير يا بلاد الشجعان خواكينا وبالصح تبان وراهم يا حسرة يا زمان قاعدين بصمة في تاريخ المجيد مذكورين حتى في القرآن 3,500,000 شهيد وراهم يا حسرة يا زمان قاعدين بصمة في تاريخ المجيد مذكورين حتى في القرآن Daddy
c'était là une très belle chanson interprétée par Nora Gnawa ce matin. Aujourd'hui, nous sommes lundi et Mustapha est déjà là, tout sympathique et rieur, comme d'habitude. Il y a toujours des stylos qui tombent en panne, ils ont fait grève de stylos tout ce matin. Un feutre s'est asséché. Voilà, celui-ci aussi. Bon, bah celui-là, j'espère qu'il marchera. Bah c'est bon. Voilà, c'est bon. Je crois qu'il va pas s'arrêter. Ça va, Mustapha? Bonjour. Un bon week-end, j'espère. Oui, très bon week-end, un peu rigolo, on s'est bien marré. Et ça continue. Ça continue. Très bien. Aujourd'hui, vous n'êtes pas seul, Mustapha. Ben non, Vous avez on une invitée reçoit avec vous. la charmante dame qui est directrice de l'école de Haïda, CNP d'Hydra. Oui. CPP maintenant, on l'appelle CPP ou c'est... CPP, Centre psychopédagogique. Voilà, pour enfants CPP d'Hydra. handicapés Hydra. Et en plus, elle a une formation d'orthophoniste. Alors attention, pour l'articulation, on va articuler très bien. Non, pas tant que ça. Je laisse Sinon- ma formation quand même de côté parfois. Voilà. Formation en orthophonie. En orthophonie, Oui. voilà, c'est une orthophoniste. C'est excellent, c'est excellent. Donc, faut On faire va attention. surveiller On va nos surveiller notre réponses. langage. Non, pas tant que ça, pas tant que ça. Très bien. Mais sinon, on peut présenter un peu mieux peut-être le centre. Donc, Oui, le CPP d'Hydra. Alors, le CPP, donc Centre psychopédagogique pour enfants handicapés Monto Hydra, reçoit des enfants d'âge précoce, à partir de 3 ans, jusqu'à ce que la prise en charge ne soit plus pas obligatoire, mais nécessaire. C'est-à-dire, là, on se dit 18 ans, mais on a des enfants, enfin des adultes qui ont dépassé l'âge jusqu'à atteindre 30 ans. Et donc là, nous faisons en sorte... Vous essayez quand même Absolument. Et là, nous faisons en sorte de les orienter dans des centres pour aide, on appelle ça des centres d'aide par le travail. Et donc, pour leur donner un peu plus, une meilleure insertion dans la vie quand même sociale. Peut-être pas professionnelle, mais au moins sociale. Il faut dire aussi que c'est le premier centre qui a ouvert une classe spécialement pour autistes avant. Absolument, oui. Et vous l'avez toujours. Nous l'avons toujours, oui. Là, nous avons une deuxième classe pour autistes, pour enfants autistes à partir justement de 4 ans, 5 ans. Et donc, on reçoit des autistes en prise en charge externe et des autistes en prise en charge interne. C'est-à-dire que nous avons aussi des autistes dont on liste d'attente, mais qui sont ils vont être admis incessamment. Et donc, nous faisons en sorte de les admettre au fur et à mesure. Ils bénéficient d'abord les parents d'une guidance parentale. Et on fait un travail préalable avec eux, donc une prise en charge externe, c'est-à-dire qu'ils viennent ici à raison de 2 fois par semaine. Ensuite, on prévoit pour eux une admission définitive. Très bien. Pouvez-vous expliquer, s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est que la guidance parentale? Alors, la guidance parentale consiste justement à guider et à accompagner plus. C'est plus un accompagnement aussi qu'une guidance. Parce que les parents arrivent à notre niveau, ils ne savent absolument pas comment se comporter pas seulement avec l'autisme, mais en général avec tout l'handicap. Les parents arrivent désorientés, désemparés, que faire avec cet enfant, alors qu'en réalité, l'enfant handicapé a besoin aussi d'être encadré, mais aussi d'être cadré. C'est-à-dire qu'on lui mette les balises, on lui met aussi, on le met dans un carré. Absolument. Et donc, éduquer un enfant handicapé ou pas, à besoin spécifique ou pas, c'est aussi éduquer et lui donner toutes les chances de s'en sortir dans la vie, lui donner l'autonomie. Lui donner les prérequis, c'est-à-dire au fur et à mesure lui apprendre à reconnaître les formes, les couleurs, et c'est ce qui donne les bases au langage. De la confiance en soi aussi. Aussi, ça du côté personnel et du côté psychologique. Mais c'est-à-dire que le parent s'inquiète quand l'enfant ne parle pas, arrive à 3 ans. Il arrive à 3 ans, l'enfant ne parle pas, il réalise que l'enfant agit d'une manière un peu qui ne ressemble pas à ses pairs. Et donc c'est là, il se pose des questions, mais sans plus. Mon enfant est un peu différent peut-être, mais il arrive à l'âge de 6 ans où les choses se compliquent, c'est l'admission à l'école. Oui. Et là, il réalise que c'est pas un enfant qu'on peut scolariser dans une école relevant de l'éducation. Et parfois déjà les voisins, les connaissances, ah non, je ne pense pas que ton enfant puisse être scolarisé. Et là commence réellement la guidance parentale, l'accompagnement à ce moment-là.
là et plutôt le chemin que prend le parent, c'est à ce moment-là. Oui. Donc, où mettre mon enfant et comment se fera la prise en charge. Et donc, quels sont les codes de communication vraiment qui vont m'aider, me permettre à avoir ce lien avec mon fils comment aider mon fils et voilà. Comment lui permettre d'accéder à ce savoir. Parce qu'il faut se dire aussi que le parent est là pour mon enfant doit avoir un savoir. À la rigueur, peut-être qu'il n'a pas, peut-être même pas les premiers éléments et les de base, qui sont, ce que je disais tout à l'heure, l'autonomie, un langage, tout ça. Mais le souci, c'était arriver à 6 ans et il faut le scolariser. D'accord. Et donc, nous, on a commencé très tôt à faire cet accompagnement et à dire aux parents, il faut commencer à un âge très précoce. Donc pour cela, j'imagine que vous travaillez de concert avec les autres instances qui, bon, vous êtes sous l'égide, du ministère de la Solidarité, c'est bien cela, mais en même temps, vous avez besoin d'être en contact avec l'éducation. Absolument, l'éducation, la santé et d'autres aussi secteurs. Le plus, nous travaillons beaucoup avec... la guidance parentale se fait surtout dans le sens où est-ce que l'enfant a été... on lui a permis d'avoir... est-ce que nous avons toutes les données, c'est-à-dire des données physiologiques? Est-ce que l'enfant a réellement, on a diagnostiqué tout ce qui... D'abord, on élimine tout ce qui est physiologique, tout ce qui est organique. C'est-à-dire qu'un enfant qui ne parle pas, ou un enfant qui arrive, on se dit tout de suite, ah, un trisomique, bon, parce qu'il a les traits. Mais parfois, ce n'est pas les traits qui apparaissent, c'est plutôt un comportement. Oui, tout à fait. Et donc, quand le trait est là par rapport au trisomique, c'est bon, on reconnaît tout de suite le trisomique, mais le retard mental qui n'est pas accompagné de traits, disons qu'on peut le mettre dans une case, c'est encore plus problématique pour le parent. Et surtout que les parents sont souvent dans le déni. Hein. Ils voient, mais ils refusent d'accepter qu'un enfant souffre d'handicap. Ils sont toujours dans... Ils cherchent un peu à comprendre pourquoi leur fils n'est pas normal, pourquoi leur fils ne absolument. Suit pas. Et donc pour faire le deuil de l'enfant parfait, on va dire, parce qu'on a tous envie que notre enfant soit parfait. Et donc pour faire ce deuil-là, c'est très difficile pour les parents. Absolument. Pour se dire que notre enfant ne sera pas tout à fait comme l'image que nous avons fait de l'enfant qu'on désirait. Ça prend beaucoup de... Et chacun d'eux se rejette la pierre en disant c'est de ta faute, c'est de ta faute. Non, mais ce qui est triste, c'est que certains parents... c'est le rôle de l'accompagnement parental. Certains parents, on l'a vu, Mustapha, moi j'ai observé dans mon entourage, il existe un exemple de parents qui ont imposé l'école normale à des enfants qui étaient vraiment qui avaient besoin d'une autre prise en charge en fait. Absolument. Ils se sont retrouvés avec des enfants qui étaient valides, qui n'avaient pas le même retard mental, et d'où la difficulté et la nécessité d'avoir un accompagnement. Absolument, et c'est le rôle des spécialistes, c'est-à-dire que voir l'enfant, lui faire son diagnostic, se dire que si cet enfant possède des capacités d'acquisition, c'est-à-dire que si on voit qu'il a vous parlez tout à l'heure des prérequis, un potentiel, si c'est un handicap mental qui est léger et donc qui peut être admis dans une école, dans une classe qu'on appelle des classes intégrées, et c'est justement notre rôle. C'est-à-dire que cet enfant peut intégrer une classe dans une école normale relevant de l'éducation, mais que cet enfant-là ne peut pas en aucun cas accepter, disons, acquérir des connaissances scolaires, écrire, lire. Et donc notre rôle est primordial dans ce sens. Quand même, et de préparer les parents et préparer l'enfant. Oui. Préparer l'enfant, c'est-à-dire lui donner, je vous disais tout à l'heure, les prérequis, forme, couleur, connaissance du corps, latéralité, gauche, droite, mais aussi préparer le parent et lui dire que votre enfant ne peut pas, soit peut intégrer la classe intégrée plutôt, la classe spéciale, ou alors que votre enfant ne pourra jamais accéder à l'école. Et donc il faut accepter qu'il y ait une place au centre. Vous avez participé à la journée du 14 mars, Absolument. Du 13 au 14. Comment ça s'est passé la journée? Est-ce qu'il y a eu des engouements des gens, des citoyens qui sont venus demander sur les écoles, etc. Oui, c'était par rapport, nous avons eu les festivités du 14 se sont déroulées en 2 jours. D'ailleurs, nous avons fait une exposition qui s'est déroulée au niveau de la Grande Poste,
Alger. Et c'est une exposition de tous les centres, plutôt les établissements spécialisés d'Alger. Donc, quand je dis les établissements spécialisés, donc c'est les écoles pour GA, voilà, l'EJS, pour handicap l'école, bien sûr, auditif, donc EJS, EEH, plutôt H, handicapés auditifs, et les écoles pour handicapés visuels et les centres psychopédagogiques. Et donc, ils se sont retrouvés les 13 établissements au niveau, les 2 jours, au niveau de la Grande Poste. Et c'est là où l'engouement des parents, enfin, du public, on va dire, parce que bon, même si c'était pas les parents, voilà, absolument. Donc, ils ne savaient même pas que de tels établissements existaient au niveau d'Alger. Déjà, vous avez donc tout le monde se disait ça c'est où exactement, que fait cet établissement, que reçoit-il, que donne-t-il comme formation, quelle est sa vocation, sa mission, et donc les 2 jours étaient très très bénéfiques pour le grand public, on va dire. C'est très bien ça, c'est très bien ça. Mais sinon, si on a envie d'avoir plus d'informations sur le centre, y a-t-il une adresse sur électronique? Oui. Oui, nous avons le une centre adresse, pédagogique, pour le centre psychopédagogique Hidra, donc c'est le 14 chemin Abdelkader Gadouche. Oui. Donc c'est au centre de ce quartier. Oui, tout à fait. En plein centre Hidra, oui. En plein centre Hidra, entre qui ne connaît pas l'ambassade de France, ensuite l'ambassade d'Égypte, et nous tout de suite après, juste avant. Il y a l'ambassade de Hidra aussi. Une adresse électronique. Oui, CPP Hidra, oui. Très bien. Gmail.com. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait faire des portes ouvertes sur ces établissements pour faire expliquer malheureusement, aux gens. nous cantonnons aux fêtes nationales, c'est-à-dire des événements. Donc, c'est la journée internationale de l'handicapé, le 3, la journée maghrébine de l'handicapé, le 4 décembre, et la journée nationale le 14 mars. Dernier. Nous faisons des portes ouvertes ces jours-là. Très bien. Donc, nous ne faisons pas des portes ouvertes tout au long de Pourquoi l'année. ne pas faire des portes ouvertes Durant l'année ? Durant l'année, oui. Durant l'année, nous pensons que ça perturberait peut-être le bon fonctionnement d'établissement. Une journée, ça serait Et donc, oui, une journée comme ça, mais je me dis que les journées nationales qui sont déjà de bons tremplins et de belles opportunités de rencontres et d'informations. Absolument. Merci beaucoup, Madame Khalid. Je vous en prie. Nassima Khalid, j'ai toujours voilà. Faudrait que vous partiez à l'orthophonie, vous. Oui, ben voilà. Tout à fait. Ben, je prendrai rendez-vous. Non, l'articulation est parfaite, il n'y a pas de souci. Merci infiniment. Ne la défendez pas, moi j'essaie de la piquer quand même. Lui, il veut me couler, il veut me voir à terre tout le temps. C'est l'orthophoniste qui parle. Merci beaucoup en tout cas, Madame Khalid Nassima. Merci à vous. À lundi prochain, Mustafa. On aura peut-être Yazid qui va venir, le chanteur qui va venir, parce que demain, c'est plutôt le 21, c'est la journée des enfants trisomiques. Très bien. Et là, ils organisent quelque chose, il va venir parler de cette avec plaisir, merci beaucoup Mustafa, passez une excellente fin de semaine et à très bientôt. Donc on continue notre petit bonhomme de chemin d'un bonjour d'Algérie. Tout de suite on va parler d'agriculture. Tout d'abord on plante le décor avec ce reportage réalisé par Naïma Chekchek qui met en valeur les investissements agricoles à Ain Salah, et nous retrouverons juste après un invité qui est aussi dans le même contexte. Dans la commune d'Ain Salah, parmi les sables des précieuses dunes, s'étale l'exploitation agricole de Djelloul. Dans cet havre vert, la terre fructueuse a donné une tomate savoureuse vouée à la consommation rapide et industrielle. L'aire de plantation s'est aussi étalée à d'autres produits. La première fois, j'ai planté du palmier et cela m'a donné une bonne production. Par la suite, j'ai expérimenté la tomate et cela m'a également donné une très bonne production. Cela m'a encouragé à étendre sa plantation sur un demi-hectare. Regardez la richesse de notre pays, Allah Ibarek. 90% de cette tomate est destinée à la consommation directe. C'est la première fois que nous expérimentons la tomate industrielle, ce que vous voyez, et cela réussit très bien. Que ce soit pour la consommation directe ou pour son industrialisation, la culture de la tomate va s'étendre, et ce avec un accord entre le fellah et un gestionnaire d'un complexe de transformation de la tomate à Regen. Pour cela, j'ai travaillé à des facilitations.
Hamadi est un jeune venu d'Alger. Dans la commune de Fogarat Zoua, à Insalah toujours, il a investi pendant 3 ans sur une surface de 100 hectares. La terre, elle, a naturellement été généreuse pour ce jeune. La terre appartient à celui qui la travaille. Quand on veut travailler, c'est le plus important. Peu importe que la région soit chaude ou que la terre soit aride. Vous voyez, à Ain Defla, la température est de 44 degrés. Là aussi, il fait 44 degrés. La seule différence est que là-bas, il pleut et ici, non. Pour ce qui est des terres, Dieu merci, l'Algérie dispose de la terre la plus productive au monde même. Grâce à Dieu, hier, je n'avais rien. Aujourd'hui, je suis à l'aise. En ce qui concerne l'orientation économique, nous sommes sur la bonne voie. Nous travaillons à encourager les investisseurs et à leur fournir le nécessaire. Des exemples vivants qui disent combien les 33 000 hectares de terre à cultiver attendent des travailleurs à Insalah. C'était là un reportage signé Naïma Chekchek. Dans ce reportage, Naïma Chekchek nous disait quelque part que nous avions justement une des terres les plus fertiles, une des terres les plus prometteuses. On va voir si notre invité est d'accord. Bienvenue à vous, Karim Zebiri. Vous êtes chef d'entreprise, l'entreprise Agromed, justement, qui est spécialisée dans l'exportation des fruits et légumes. Tout à fait. Oui. Alors, que pensez-vous de ce qui a été dit dans ce reportage? Écoutez, je ne peux que confirmer. Quand on connaît le potentiel agricole algérien, il est hors norme, il est exceptionnel. L'exposition de l'Algérie déjà permet un ensoleillement particulier. Le potentiel foncier en Algérie est aussi considérable. 40 millions d'hectares cultivables en Algérie. Et il n'y a aujourd'hui que 8 millions d'hectares cultivés. C'est pour vous dire le potentiel. Il y a du pain sur la planche. Hein. Oui, il y a du pain sur la planche, mais en même temps, c'est plutôt rassurant pour l'avenir parce que ce sont des perspectives pour répondre au marché intérieur, pour répondre aux besoins des Algériens, mais aussi pour faire de l'Algérie à nouveau un pays à l'export sur une filière de fruits et légumes qui a une particularité, c'est que les terres algériennes ne sont pas aujourd'hui empoisonnées par les pesticides que des pays voisins peuvent connaître avec une culture intensive. L'Algérie a une agriculture extensive, plutôt raisonnée. Il faut que les Algériens maintiennent ce cap. Et je suis convaincu que la différence sera dans le goût. Quand on goûte une tomate algérienne et une tomate en Europe, moi je vis à Paris, croyez-moi que la tomate européenne n'a pas de goût, n'a pas de saveur. La saveur est différente. C'est complètement différent. Donc il faut qu'on ait confiance aux produits algériens. Il faut faire confiance aux produits algériens. Nous, on a créé une marque qui est destinée à être importée en Europe de fruits et légumes algériens qui s'appelle Ralia. La traduction, tout le monde la connaît, précieuse. Ralia, c'est précieuse, effectivement. Exactement. Et on veut revaloriser, remettre sur le marché européen l'Algérie avec une marque, avec le goût. La différence, c'est le plaisir du goût. Quel type de produit avez-vous déjà injecté dans le marché aujourd'hui, c'est la pomme de terre, qui est cultivée et qui est un produit de consommation massif, comme chacun le sait, des deux parts de nos continents respectifs, Europe et Afrique. Et la spunta qui vient soit de Handefra, soit de Skikda, soit de l'Oranie aussi. De Ouedsouf. L'Oranie est une terre ancestrale, parce qu'effectivement, vous avez raison, la pomme de terre de Mascara. La pomme de terre de Mascara est très réputée. Oui, la Roseval. Et maintenant, on a une variété qui est très reconnue et demandée en Europe, c'est la spunta. Parce qu'on peut à peu près tout cuisiner avec la spunta. Et puis, elle a une saveur extraordinaire. Oui, c'est vrai que le goût est particulier. a beaucoup de producteurs de pommes de terre. El-Oued a développé justement cette production. Depuis quelques années, on voit de plus en plus de champs de pommes de terre se développer. Et c'est vrai quand on voit la vue aérienne d'El-Oued, elle est particulière parce qu'on a ces cercles. Tout à fait. Parce que c'est vrai que c'est une structuration comme ça en cercle et on reconnaît tout de suite. Voilà, c'est les champs de pommes de terre. Exactement. Donc merci pour ces précisions. Si vous êtes ici aujourd'hui en Algérie et si vous êtes sur ce plateau, c'est aussi pour parler d'une rencontre. Donc à laquelle vous avez pris part déjà hier, donc coup d'envoi à l'hôtel Horaci. Donc parlez-nous un petit peu de cette rencontre et vous représentez aussi une institution à cheval entre l'Algérie et la France. Tout à fait. Il y a 2 ans, nous avons pris une initiative qui consistait à créer un club d'entreprises françaises qui s'appelle l'Agora des dirigeants France-Algérie. Tous les mois, nous réunissons ce club à Paris, au Fouquet's, et nous avons des personnalités éminentes du monde économique et institutionnel. L'ambassadeur d'Algérie en France, Abdelkader Mesdoua, notre excellence Abdelkader Mesdoua, est venu nous rendre
visite le mois dernier. Et nous voulons porter un éclairage pour rapprocher les deux rives de la Méditerranée sur le plan économique. Très bien. Nous considérons que la France et l'Algérie ont une histoire que chacun connaît. Elle est douloureuse par de nombreux aspects, mais nous ne voulons pas regarder dans le rétroviseur. On veut regarder devant. On va regarder ce que nous avons à faire ensemble. Et faisant partie les partenariats qui peuvent être développés, effectivement, sont intéressants. On veut nouer des partenariats. Depuis hier, on est à la rencontre des officiels algériens, des chefs d'entreprise algériens. On a fait un dîner à l'Horacie hier avec une centaine de chefs d'entreprise. C'était une grande réussite. Nous allons rencontrer le FCE aujourd'hui. Nous avons rencontré la Chambre de commerce d'industrie algéro-française hier, les ministères du commerce. Hier, nous avons fait le ministre du Tourisme qui nous a impressionnés par la volonté de l'Algérie de se développer au tourisme. Et nous rencontrerons aujourd'hui le ministère de l'Industrie et la ministre des Télécommunications. Donc un programme chargé qui augure, je crois, de partenariats durables, de confiance privilégiée. La France et l'Algérie doivent aujourd'hui se dire que l'avenir leur appartient et ça doit être ce pont entre l'Europe et l'Afrique. Le passage obligé, c'est la France et l'Algérie. Il faut que nous ayons confiance en ce partenariat et que nous soyons très offensifs et volontaristes. Et l'agora des dirigeants, justement, algéro-français, peut aussi jouer ce rôle de connecteur, justement, qui va permettre... Par exemple, c'est vrai qu'il y a intérêt par rapport au tourisme à découvrir l'écotourisme en Algérie. C'est vrai qu'il y a des régions comme Gardaïa qui travaillent vraiment assidûment à développer ce type de tourisme, où l'on va dans une palmeraie et où on apprécie les produits bio et on se détache complètement de la modernité. C'est fabuleux comme projet aussi. Vous avez parfaitement raison. Je crois qu'on a la chance en Algérie d'avoir un potentiel qui est en phase avec les attentes d'un certain nombre de nos concitoyens, quel que soit l'endroit où ils vivent, j'ai envie de dire, parce que le bio, le naturel, retrouver une authenticité. L'Algérie possède des lieux magnifiques. J'étais, moi, pour vous dire, à El Oued, à la Gazelle d'Or, qui est une infrastructure qui est sortie de terre depuis quelques mois maintenant. C'est fantastique. La ferme est magnifique. Vous avez vu, les jardins sont exceptionnels. Magnifique. On peut tout y planter. Ah oui, je félicite vraiment le groupe Merli d'avoir construit une installation pareille. On est fiers et on se dit qu'il y a un potentiel en Algérie. Vous avez raison, Gardaïa, Janet, chacun le connaît aussi ce potentiel. Les légumes de Janet sont fabuleux. Ils sont goûteux, ils sont naturels, et entièrement bio. L'Algérie est un continent à elle seule. On parle du sud de l'Algérie, si on parle de la Kabylie, on a aussi des particularités. L'ouest, l'olivier se développe pas mal quand même dans les régions du Nord. Il faut confiance au potentiel algérien. Je crois que l'Algérie ne se vend pas bien, ne communique pas bien sur elle-même et sur ce qu'elle est. Nous, si on peut aider à l'Agora des dirigeants France-Algérie à une meilleure communication, pas une communication enrobée, pas une communication marketée pour se faire plaisir, non, une vraie communication, parce qu'il y a un potentiel. Bien ce qui existe, ce qui peut être développé, j'imagine. L'artisanat, dans l'écotourisme que vous évoquez, là aussi, peut faire vivre énormément de femmes et d'hommes en Algérie et mettre en avant un potentiel culturel. Il y a un tourisme culturel, il y a un tourisme historique. On connaît la région de Tipaza, qui est un tourisme, un écotourisme, il y a un tourisme saharien. Donc il faut que nous misions sur l'Algérie. C'est un grand pays qui doit avoir confiance en lui. Absolument. Rappelons aussi, c'est pas non plus pour ouvrir la brèche et rappeler un petit peu les douleurs d'avant, mais c'est vrai que du temps de la colonisation et bien avant, l'Algérie, de manière générale, était le grenier de l'Europe. Le grenier de l'Europe. Grenier de l'Europe, il ne faut pas l'oublier. Rapidement, tous les deux hors antenne, 1 200 000 tonnes de fruits et légumes qui rentraient en Europe et qui étaient livrés pas seulement en France, mais qui étaient livrés à Londres, qui étaient livrés à Bruxelles. Toutes les capitales européennes accueillaient les produits algériens. Il n'est pas normal aujourd'hui que nous soyons plus présents et notre ambition avec Agromed, mais aussi avec les dirigeants la vapeur. Tout à fait, de l'Agora, c'est de retrouver cet esprit d'antan, cette fierté d'antan qui fait que les produits algériens sont entendus sur le marché. Inch'Allah, en tout cas c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Le programme se poursuit donc aujourd'hui, encore de belles rencontres en perspective. Tout à fait, nous allons retrouver vos confrères parce que nous avons une conférence de presse dans 3/4 d'heure, 1 heure. Ensuite nous serons accueillis par une entreprise algérienne au siège qui fait de la communication et qui va réunir d'autres partenaires économiques. Nous serons au ministère de l'Industrie cet après-midi, nous serons au siège du FCE aussi pour une conférence de presse avec les dirigeants du FCE, donc un programme riche, et nous terminerons sur la route de l'aéroport pour aller voir une unité de fabrication de linge de table de luxe avec des femmes algériennes qui ont monté cette initiative et qui font un travail extraordinaire.
Mais superbe. Mais j'espère vraiment que ce sera enrichissant et voilà. Et comment dire, le moteur de belles, développement de beaux partenariats dans l'avenir, Inch'Allah, avec peut-être les chefs d'entreprise qui sont déjà présents aux côtés de vous. Donc, je pense qu'avec un tel programme, vous n'aurez pas le temps de faire un saut au salon de l'artisanat. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué quand même. Parce que ça aurait pu être une belle opportunité pour décrocher quelques souvenirs avant de partir. Mais en tout cas, merci et bon vent pour tout ceci. Je rappelle que vous êtes donc chef d'entreprise, l'entreprise Agromed, qui est spécialisée aussi à travers une marque qu'elle a développée en faveur des fruits et légumes algériens à l'exportation. Et puis vous êtes aussi membre de l'Agora des dirigeants France-Algérie. Voilà. Nous saluons à travers vous l'ensemble des personnes qui travaillent et qui œuvrent justement à dresser toutes ces passerelles. J'ai été très heureux d'être à vos côtés ce matin. Passez un excellent séjour et bonne continuation pour tout ceci. À très bientôt. Nous restons toujours sur justement ces élans de rapprochement algéro-français. Cette fois-ci, nous allons parler de la participation algérienne au Salon international du tourisme à Paris. Et c'est un reportage qui rend compte de tout ceci. Il est signé Afaf Belhouchet. C'est un tout petit stand avec un emplacement cependant de choix qui ne désemplit pas au Salon international du tourisme à Paris. En l'absence de l'ONAT, Visa Travel est le seul opérateur à représenter la destination Algérie. Nous, on vend les circuits Tamarasset, Gent, Tassili Nadjer, en 4x4, à dos de chameau, bivouac, à l'hôtel 1001 étoiles, pour faire 1001 nuits. Avec 1001 étoiles dans le ciel. Voilà ce que nous visons. Cela fait 45 ans que Visa Travel organise des voyages dans le Grand Sud, une activité qui s'est étendue au fil des années pour atteindre les hauts plateaux, les sites archéologiques et même des voyages personnalisés à la carte, d'où l'importance pour cet opérateur de maintenir sa présence au salon. Nous on investit par nos propres moyens dans un petit carré comme ça et on a reçu beaucoup de monde, surtout le premier jour. Hier, pareil, hier on a eu une conférence de presse sur la scène et tout le monde était ébloui parce que tout ce que nous avons raconté. On a même été applaudis. Jamais on a été applaudis comme ça. Mais c'est bien, ça m'a permis de recueillir des informations et j'ai fort envie d'aller en Algérie. Et les résultats de cette politique sont palpables. Ce tour opérateur organise aujourd'hui des voyages pour des touristes venus du Japon, de la Corée du Sud, de la Russie et d'Italie. Mais c'est le marché français qu'il tente de conquérir avec l'aide de ses amis français qui ont été ses invités en Algérie. Il en a fait ses ambassadeurs au prix de leurs compatriotes visiteurs du salon. C'est l'authenticité, ça c'est la première des choses. Et puis vous m'excuserez, mais voir des peintures rupestres à portée de la main sur lesquelles on peut marcher et à tous les carrefours, parce qu'il y en a partout, bah c'est une merveille. Puis après vous avez les couleurs qui sont changeantes en permanence. Et puis j'aurais tendance à vous dire, moi je fais un peu de voile, je fais du bateau. Quand j'étais la nuit dans le désert, j'avais les mêmes sensations que quand je passe une nuit sur mon bateau. J'ai comme repère les étoiles et la lune et le calme, avec même les vagues en moins. C'est un bonheur. L'autre atout majeur, le prix. En effet, il faut compter entre 50 et 100 euros par jour et par personne, un tarif qui défie toute concurrence. Et nous voyons, oui, bonjour. Nous parlions hors antenne de la beauté de Janet, de la beauté du Sahara algérien. Donc nous suivions un petit peu l'élan des personnes qui intervenaient dans le reportage de Afaf Belhouchet. Bienvenue à vous, donc Monsieur Benirleuf. Vous êtes directeur de l'énergie à la Wilaya d'Alger. Bienvenue également à Mariam Chekirou qui vous accompagne ce matin, qui, elle, représente les secrétaires généraux de l'association Sidra, qui vient nous parler d'un événement planétaire, un événement mondial que vivra Alger. Mais avant, terminons notre petite discussion d'abord autour de Janet. En deux mots. Oui. Vous disiez qu'à Janet, le silence parle.
Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que je vous avais posé la question, si vous avez bien, écouté le silence. J'ai bien écouté le silence à Janet. Vraiment, c'est impressionnant. Et j'ai eu même l'opportunité, donc, dans notre désert, d'observer un petit peu les étoiles, parce que c'est l'une des régions les moins polluées au monde. Il faut dire qu'à Tamanrasset, on voit, ou à Janet, on voit un ciel étoilé qu'on ne verra jamais au nord. Tout à fait, voilà. C'est très juste. Et si je fais cette petite transition, c'est pour dire aussi qu'on vivra un événement qui est en faveur justement de cette réflexion autour de la planète, autour de la pollution, autour de justement des dangers qui planent autour de l'environnement. N'est-ce pas, Mariam Chekirou? Oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de faire face, notre planète est en train de faire face à des changements climatiques qui impactent non seulement la planète, mais au fur et à mesure impactent même notre vie quotidienne quand on voit tout ce qui est pollution, les maladies, toute notre consommation et aussi, on va dire, nos comportements. Donc aujourd'hui, il est plus que jamais urgent de changer nos comportements pour faire face à ces défis et nous réhabituer, nous réapproprier notre planète. Très bien. Voilà. Donc l'événement est intitulé Une heure pour la Terre ou pour la planète. Oui. C'est bien cela. Et donc nous sommes à J-4 de cet événement qui touche de nombreuses capitales du monde. C'est-à-dire que c'est le monde entier qui va éteindre la lumière pour se connecter à la planète. C'est bien exactement, ça. Exactement. Donc Earth Hour, l'heure de la planète, Sa'at al-Ard en arabe, est un événement planétaire qui existe depuis 2007 et il a été lancé par des organisations, par des associations et qui petit à petit, d'autres pays se sont joints à ce mouvement pour que pendant une heure, chaque dernier week-end du mois de mars, toute la planète, on va dire, se dédie à la sauvegarde de la planète. Il y a plus de 180 pays, plus de 8000 villes dans le monde et depuis 2015, l'Algérie a rejoint le mouvement. Et alhamdoulilah, il y a toutes les institutions, les associations qui participent à cet événement. D'ailleurs, l'année dernière, l'Algérie est sortie parmi les highlights dans le monde. L'image était belle. Voilà, exact, parmi les highlights. Et ça, c'est génial parce que notre pays aujourd'hui est très engagé déjà politiquement. On a une politique, l'Algérie a signé les accords de Paris lors de la COP, la COP 21. Et aujourd'hui, il y a toute une politique qui va dans ce sens. Et nous, en tant qu'association, on accompagne et on travaille dans ce sens. Et participer à cet événement, c'est aussi donner un signe que l'Algérie contribue aussi à la sauvegarde de la planète. Donc, chaque année, Inch'Allah, nous sommes avec même le haut patronage du président de la République, la participation de plusieurs directions en partenariat avec la Wilaya d'Alger. Nous travaillons main dans la main pour aujourd'hui sensibiliser le citoyen aussi pour qu'il puisse rejoindre le mouvement. Éteindre les lumières pendant une heure, c'est symbolique. C'est vrai qu'on ne va pas sauver la planète juste en éteignant le 24 mars pendant une heure. Mais ça, c'est aujourd'hui pour mettre juste l'environnement et la consommation d'énergie au centre de la réflexion, au cœur de l'actualité et au centre de la réflexion et pour commencer justement à changer les mentalités dans ce sens. Moi, j'aime bien l'idée de dire qu'on éteint la lumière pour mettre la lumière sur autre chose. Voilà, et c'est ce que la Wilaya s'attelle à faire. Donc, depuis quelques années, vous accompagnez cet événement. Hier déjà, plutôt, je veux dire, c'était hier, hein, quelque part, c'était l'année dernière. L'année dernière, il avait pris une ampleur, justement, très importante, puisqu'il a été déjà placé l'année dernière sous le haut patronage du président de la République. Le Wali d'Alger veille aussi à ce que cet événement soit valorisé et qu'il serve aussi Alger et les Algérois. Tout à fait, madame. Et je peux vous dire, donc, monsieur le Wali accorde une grande importance à cet événement, de par l'importance qu'il représente, d'une part, et de par aussi les engagements politiques du pays que nous avons pris en 2015, comme l'avait si bien signalé donc, tout à l'heure madame Mariam, en disant que nous sommes signataires donc, de la Convention de Paris, la COP 21, et qu'à ce titre, nous devons nous associer. Nous avons pris le train, donc ce train, nous l'avons pris au même titre que beaucoup d'autres pays. Que nous ne sommes pas encore de grands pollueurs comparativement à certains pays, mais nous sommes conscients de
du rôle que nous devons jouer en ce sens. Et c'est à ce titre donc la wilaya, avec l'ensemble des participants, donc au même et le mouvement associatif que je salue donc à travers Madame Meriem ici présente, et avec laquelle d'ailleurs j'ai travaillé l'année dernière donc sur le même sujet, et je m'en réjouis de faire partie donc de cette équipe qui est chargée également de la préparation de cet événement pour cette année. Et en parlant de préparation, justement, en amont de ce jour J du 24 mars prochain, donc il y a toute une campagne de sensibilisation qui vient d'être lancée. Donc voilà, affichage urbain, j'imagine. Parlez-nous un petit peu de cette campagne. Vous pouvez intervenir, Madame. Oui, alors la campagne, donc, elle est déjà lancée donc, à travers les médias. Elle sera lancée à partir probablement d'aujourd'hui, au plus tard demain matin, donc à travers des affiches donc, qui seront installées à travers les artères de la capitale. Il y a également donc, des opérations de sensibilisation qui seront menées donc, par le mouvement associatif auprès donc, de la population. C'est la distribution de flyers, c'est tout un ensemble d'actions. Et il est prévu également pour le jour J donc, une activité culturelle, artistique, Avant etc. de parler de l'artistique, il y a aussi, paraît-il, un spot. J'ai eu écho qu'il y avait un spot qui sera diffusé comme sur des écrans en plein Alger, au centre de la ville. Oui, un spot donc, qui a été remis également à certaines institutions qui disposent d'espaces publics, à l'instar donc de la Poste, et d'autres institutions qui ont cette possibilité de pouvoir faire diffuser, faire passer un peu ces spots. C'est là où il y a donc un public captif donc, qui est là, donc on peut toucher d'une manière ou d'une autre à travers ce spot. Et bien évidemment, le jour J, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc en plus donc, de cette activité culturelle, il y aura bien évidemment des panels. Il est prévu donc des panels autour desquels il sera question donc de débattre un tout petit peu donc de toutes les actions qui sont menées ou celles que nous devons aussi mener pour sensibiliser encore plus nos concitoyens donc sur la question, sensibiliser encore plus les Algériens sur la surconsommation que nous avons en matière d'énergie et particulièrement électrique, puisqu'on nous demande pour cette occasion donc d'éteindre la lumière pour 1 heure. Bon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Melim Chekirou tout à l'heure disait que c'était vraiment symbolique. Mais oui, c'est ça, effectivement. Mais ça a son impact. Pardon, j'explique un peu pour faire la relation tout simplement. C'est vrai que c'est symbolique 1 heure, mais à travers ce geste symbolique, ce qui est ciblé, c'est de toucher un peu, de faire toucher du doigt aux gens l'importance qu'il y a et d'essayer un tout petit peu de créer ce déclic pour que ce geste devienne un geste, j'allais dire quotidien, un geste qui va rentrer un peu dans notre culture. Parce que quand on sait que, par exemple, 1 kilowattheure d'électricité, ça produit de tout type de gaz confondu, quelque chose comme 523 grammes. Faites un peu le compte avec les millions de térawattheures qui sont produits à travers le monde. Faites un peu le compte, quand je vous dis par exemple, juste à titre indicatif, que l'éclairage, juste pour l'éclairage public de par le monde entier, l'éclairage public consomme à peu près l'équivalent de 19% de la production, de la consommation mondiale d'électricité. Ça représente un peu plus de 1500 millions de tonnes de CO2 qui sont rejetées dans l'atmosphère. Donc c'est un peu à travers toutes ces actions, à travers et par le biais de tous ces chiffres que je suis en train de vous dire, et tous ces chiffres que les experts vont pouvoir faire développer justement lors du programme. Public, tout à fait. C'est ça, c'est un peu important quand même. C'est nos artifices un tout petit peu pour essayer de faire toucher du doigt donc à nos concitoyens l'importance donc de cette action. Les citoyens d'Alger donc vont découvrir aussi des autobus qui vont sillonner donc toute la capitale avec les slogans, l'invitation justement à prendre part à cette journée du 24 mars. Donc à 20h30, rassurez-vous, si vous êtes dans les artères d'Alger, si vous voyez plus de lumière, pas de panique, surtout pas. Certains monuments vont connaître aussi des extinctions de lumière. Je rajoute juste à ce qu'a dit M. Benikhlef, qui a une
campagne aussi sur les réseaux sociaux qui a débuté il y a un peu il y a quelques jours. Exactement, il y a quelques jours. Et ça aussi, c'est pour sensibiliser aussi un autre public qui est connecté sur les réseaux sociaux et qu'aujourd'hui, c'est très important parce qu'à travers les réseaux sociaux, on arrive aussi à toucher les citoyens parce que maintenant tout le monde est connecté. Tout le monde est connecté pour faire arriver un peu le message. Et aussi, il faut savoir que l'année dernière, par exemple, ou même avant, les gens, le citoyen est sensibilisé parce qu'on reçoit des photos de gens qui sont chez eux, qui nous envoient des photos à travers à travers Facebook, ils sont chez eux en bougie, qui éteignent les lumières et qui disent nous aussi on participe. Je voudrais aussi que cet événement a pour ambition de devenir national. Qu'aujourd'hui, on est à la en fait, on ne va pas demander aux citoyens d'éteindre son réfrigérateur ou des appareils qui sont nécessaires, mais de réduire uniquement pendant 1 heure ou plus selon les personnes et le de réduire. Et le message, quand je dis c'est symbolique, aujourd'hui on peut se passer d'une heure de lumière, parce que parfois on est chez nous, on laisse toutes les lumières allumées, alors qu'on est par exemple la chambre, on y va 30 secondes, mais on laisse, on y va, on est dans ce... Alors c'est le 5 juillet c'est exactement ça. On a toutes ces réflexions et qu'aujourd'hui c'est d'attirer juste l'intention sur ça. De garder l'essentiel. Exactement, de garder l'essentiel. Voilà. C'est ça le message derrière. Il y a aussi un film qui sera projeté pour la première fois dans un cinéma en Algérie, à Ibn Khaldoun, Inch'Allah, le 22, et c'est une projection qui est ouverte au public. C'est Before the Flood, avant le déluge. C'est un film qui a été tourné, qui a pris 2 ans de tournage et qui a été tourné avec Leonardo DiCaprio sur sollicitation des Nations Unies, justement pour aujourd'hui attirer l'intention des citoyens du monde entier sur l'impact des changements climatiques, l'impact de nos consommations sur la planète. Et c'est un film qui aujourd'hui, sur 1h30, arrive à résumer un peu la situation du globe et quelque part un peu de notre consommation. Et c'est aussi un appel à l'action. Parce que c'est très important lors de cet événement, c'est surtout un appel à l'action vers les citoyens, vers aussi tous les fonctionnaires du secteur privé et du secteur public, parce que c'est pas que le citoyen, c'est aussi dans le monde du travail, à l'économie d'énergie et aussi aux associations, parce que beaucoup d'associations, même cette année, dans d'autres wilayas, participent à célébrer cet événement, Inch'Allah. Et on espère que les années à venir, c'est toute l'Algérie qui va se mobiliser. On va juste rappeler rapidement un petit peu le programme et brièvement. C'est-à-dire qu'il y a aussi des rencontres qui sont prévues. Donc à l'effet de sensibiliser, toujours à la salle Ibn Khaldoun, on rappelle les horaires, s'il vous plaît. Oui, alors le 22, Inch'Allah, le 22 qui est ce jeudi à 18h, donc on vous donne rendez-vous à la salle Ibn Khaldoun pour la projection du film. Donc c'est ouvert au public, c'est gratuit, venez passer un agréable moment et surtout apprendre plus et voilà, autour d'un film. Oui, en fait, c'est une manière aussi de déclencher le déclic dans nos mémoires. Et aussi, c'est un message parce que à travers la planète, parce que aussi c'est un message qui est très important, qu'aujourd'hui on peut faire de la sensibilisation. On a là, à travers cet événement, le travail et la collaboration non seulement de plusieurs secteurs, mais aussi on a à travers la culture, qu'aujourd'hui la sensibilisation est très importante, de passer le message. Tous les moyens sont bons pour sensibiliser pour la bonne cause. Absolument. Donc là, à travers la projection d'un film, donc jeudi 18h, Inch'Allah samedi, à partir, de toute façon, on vous demande d'aller sur Earth Hour Algeria, sur les réseaux sociaux pour suivre l'actualité, à travers aussi les médias. À partir normalement, Inch'Allah, vous me direz, confirme 17h, 17h30, à la salle d'Ibn Khaldoun, et puis jusqu'à 20h30, Inch'Allah, où il y aura l'extinction à la wilaya d'Alger. Symbolique, quoi. Symbolique, donc les monuments phares de la wilaya seront éclipsés
durant 1 heure. Donc, et puis même certaines artères principales, c'est ce que vous me disiez, Monsieur Benirleuf, vont connaître une extinction des lumières. Donc voilà, il ne faut pas paniquer. Donc, vous continuez de participer. Participer au contraire. Si vous êtes chez vous, donc une petite bougie par-ci, par-là, et voilà, vous pourrez quand même tenir le coup une petite heure ou deux. Vous savez, voilà. Effectivement, donc tous les bâtiments emblématiques seront éclipsés momentanément donc le jour J, donc à l'instar donc du siège de la wilaya, le siège de l'Assemblée populaire nationale, donc le Maqam Shahid, le palais de la culture, tous les monuments, pour ainsi dire, les grands hôtels ainsi que les grandes artères, donc les artères principales donc de la wilaya d'Alger seront mises en veilleuse, j'allais dire. Pour le bien de la planète. Pour le bien de nous tous, tout d'abord, de nous tous, parce que sur cette planète, il faut dire que nous vivons au même titre que l'ensemble de la population mondiale. Et si nous avons décidé ainsi, parce que nous nous joignons donc à cet effort qui a été, comme le disait tout à l'heure, qui a été initié en 2007 par un mouvement associatif, il faut le dire. Au Canada, ça a débuté justement, World Wildlife. Et par la suite, ça a été pris en charge de manière un peu plus officielle, parce qu'au départ, à Sydney, donc en 2007, c'était des gens comme ça, qui n'étaient même pas organisés dans un mouvement bien déterminé, qui avaient initié cette action. Oui, et voilà, donc l'Algérie suit donc ce mouvement planétaire. Merci Monsieur Benirleuf d'avoir été avec nous ce matin pour parler de 1 Hour For the planet. Merci à vous également, Madame. Merci à vous pour l'invitation. Merci pour la mobilisation des médias qui a aussi un rôle très important à jouer pour la sensibilisation du citoyen. On rappelle aussi que le 24 mars donc prochain, il y aura aussi la participation du groupe Freakland en boucle pour justement clôturer cet événement. Ce sera à la salle Ibn Khaldoun également. Voilà. Merci infiniment. Donc bon vent pour cette action favorable justement à tous les citoyens du monde et à la planète et surtout aux espèces animales qui subissent justement une extinction, qui sont menacées à hauteur justement de 2020. On va connaître une grande extinction des espèces animales. Donc essayons un petit peu de faire quelque chose pour eux. Alors tout de suite, nous allons passer à l'étape suivante de l'émission. D'abord par un reportage signé Halim Yahish, retour sur l'histoire de la journée du 19 mars. Je le disais au début de l'émission qu'aujourd'hui c'était une date anniversaire pour l'Algérie. La date anniversaire, rappelons un petit peu que c'est le jour de la victoire. Le 19 mars, c'est tout de suite avec l'invité suivant. Le 19 mars 1962, une date phare dans l'histoire de l'Algérie. Au lendemain de la signature des accords d'Évian, le 19 mars est consacré fête nationale de la victoire en Algérie et marque la fin d'une longue guerre de libération et d'un combat courageux et héroïque des Algériens contre le colonialisme français. L'annonce officielle du cessez-le-feu conclu le 18 mars à Évian a été ainsi accueillie avec une immense et incommensurable joie par les moudjahidines de l'armée de libération nationale et par l'ensemble du peuple algérien qui venait de retrouver sa liberté et sa souveraineté. Après d'âpres négociations entre la délégation algérienne et les représentants du gouvernement français, le paraphe des accords d'Évian signé le 18 mars 1962 a consacré l'indépendance du pays. Tout au long de ces négociations, la délégation algérienne dirigée par Krim Belkacem avait rejeté toutes les propositions présentées par la France hypothéquant la souveraineté nationale après l'indépendance, notamment la question du maintien du Sahara algérien et la base navale de Mess el-Kbir sous domination française et la question du million de Français établis en Algérie. La délégation algérienne avait campé sur sa position au sujet du Sahara qu'elle était déterminée à défendre coûte que coûte avant de convenir avec la délégation française du maintien des investissements français au Sahara pendant une durée de 3 ans, notamment après la découverte de pétrole. Pour ce qui est du statut des Français d'Algérie après l'indépendance, les deux parties sont parvenues à un accord accordant un délai de 3 ans aux Français pour choisir la nationalité algérienne ou de garder leur nationalité française et être traités conformément aux lois qui régissent les étrangers en Algérie. Dans l'euphorie de l'indépendance, le pays a été appelé à s'engager dans un nouveau et long processus historique, celui du combat pour la construction du pays, qui puisera l'intégralité de son essence dans l'esprit qui a marqué le processus de recouvrement de la souveraineté nationale pour soustraire le pays à l'occupation étrangère.
C'était là un reportage signé Halim Yaïch qui revenait justement sur le 19 mars 1962, date à laquelle a pris effet ce cessez-le-feu qui mettait fin à une guerre de 7 ans, donc entre le peuple algérien et le colonisateur français. Pour en parler ce matin, j'ai le plaisir à recevoir mon confrère, donc Hassan Arab, bienvenue. Merci. Bienvenue. Donc vous êtes donc versé dans l'histoire de l'Algérie depuis pas mal d'années. Donc vous offrez à la radio, aux auditeurs de la radio algérienne, des pages d'histoire régulièrement pour les éditions des journaux parlés et également donc dans des émissions spéciales que vous organisez. Mais aussi il y a une chronique, la chronique quotidienne. Donc, quotidienne que vous animez donc au micro donc d'Alger Chaîne 3. Oui. C'est bien cela. Bienvenue, donc c'est une date importante dans l'histoire de l'Algérie, le 19 mars. Ça marquait quand même le passage vers l'officielle décolonisation. Même parce que c'est la date de la victoire. De la victoire. C'est la date de la fin de la nuit coloniale d'une manière définitive. Donc il y avait une page qui a été tournée définitivement. Et l'Algérie commençait vraiment à émerger en tant que nation et État à partir du 19 mars 1962. Absolument. Après, donc, il y a eu concrétisation, il y a eu aussi des événements très tristes et difficiles vécus par justement l'Algérie juste après l'annonce des conclusions des accords d'Évian. Oui, la période du mois de mars 1962 a été marquée par une politique de la terre brûlée, donc, qui a été menée par la sinistre organisation, l'OAS, l'organisation de l'armée secrète, qui a voulu, dès le début, faire capoter les négociations. Donc il y avait une série d'attentats avant. Il y a eu déjà la mort, l'assassinat de Mouloud Ferhoun le 15 mars 1962, avec un certain nombre d'inspecteurs de l'éducation à l'époque, mais aussi après l'OAS avait redoublé de férocité, notamment à Alger, donc on tirait sur tout le monde. Oui, absolument. C'était ce climat qui était très d'insécurité qui a été il fallait dès le début, juste après les accords d'Évian, régler le problème. Donc il y avait même les anciens condamnés à mort, il y avait les anciens prisonniers du Front de Libération Nationale qui ont été libérés, qui se sont mobilisés pour faire barrage à la stratégie de l'OAS à l'époque. Oui, absolument. Hassan Arab, donc au lendemain justement du 19 mars, il fallait quand même diffuser les conclusions de cette rencontre historique. Donc la diffusion s'est faite autant en Algérie qu'en territoire français. En France, il y avait la publication des accords le 20 mars 1962 dans le journal officiel de la République française, mais aussi en Algérie, il y avait l'organe officiel de la République de la Révolution algérienne, c'est-à-dire du Front de Libération Nationale, à savoir Al-Moudjahid. Il y avait la publication également des conclusions de cet accord. Ce que l'on a constaté, c'est-à-dire les historiens ont constaté, c'est que les termes de la publication de ces accords, il y avait un certain nombre de divergences. Il y avait des divergences. Il y avait des divergences. Oui. Pourquoi? Parce que du côté français, on a mis en valeur, en exergue, le cessez-le-feu. Oui. Donc la stratégie pour eux, c'était, voilà, il y avait des négociations qui ont été conclues entre le gouvernement français et un parti. C'est écrit, c'est-à-dire c'est écrit dans le journal officiel, c'est-à-dire le FLN. Donc, on n'évoque pas le gouvernement provisoire algérien. Pour eux, à l'époque, c'était les accords d'Évian constituaient une assise à une loi fondamentale pour le futur État algérien. Or, du côté algérien, c'est-à-dire le Front de Libération Nationale, a mis en exergue le fait que les négociations se sont déroulées entre deux représentants, entre deux délégations gouvernementales qui représentaient donc pour la part française du gouvernement français et pour les Algériens, le gouvernement provisoire de la République algérienne. Comme ça, c'était une manière indirecte d'amener la France à reconnaître
officiellement le GPRA. Parce que la France, il faut le dire, il faut le préciser, elle n'a jamais reconnu le gouvernement provisoire de la République algérienne. Absolument, donc qui œuvrait justement pour l'indépendance et qui structurait justement tous les fronts, où qu'ils soient, les fronts armés ou civils, où qu'ils soient. Bon, parce que voilà, il y avait dans la lutte du peuple algérien, c'est-à-dire à partir du 1er novembre 1954, dans la proclamation même du 1er novembre 1954, il y avait des principes. C'est-à-dire, le principe fondamental, c'était on ne peut négocier sans l'indépendance de l'Algérie. C'était le préalable. Donc, et la délégation, toute l'habileté de la délégation algérienne que présidait Karim Belkacem, c'est de ne pas avoir cédé sur ce principe. Parce que c'était le principe fondamental, c'est-à-dire l'indépendance algérienne. Le deuxième principe, il y avait un deuxième principe, c'était l'unité, l'intégrité du territoire national. Pas de morcellement, pas de parti. Après la découverte du pétrole au Sahara, il y avait des plans diaboliques qui ont été préparés par la France pendant des années, à partir de 1957. Donc, qui consistaient à séparer le Sahara du reste de l'Algérie. Donc, la délégation algérienne, en plus de son habileté, elle était bien informée. Parce qu'ils avaient des informations Non, ils avaient des informations sur tout le pétrole, toutes les entreprises qui travaillaient, toutes les... On avait infiltré jusqu'au cabinet de De Gaulle, de toute façon. C'était de bonne guerre. Et c'est grâce au concours, donc, on parlait du roi à l'époque, Idriss de Libye, mais aussi de Mattei. Donc le président responsable de l'entreprise pétrolière italienne. Donc c'était, on a donné tous les documents qui concernant le pétrole algérien. Donc d'ailleurs à un certain moment, la délégation française était vraiment étonnée. C'est-à-dire de toutes les informations qu'il y a. Il y avait un autre élément, c'était en 1959, je pense. Le GPRA était présidé par Farhat Abbas. Voilà, Farhat Abbas, il avait effectué un voyage à l'époque à New Delhi, en Inde, où il y avait une rencontre secrète entre lui et Salah Bouakwir. Salah Bouakwir, à l'époque, était au niveau du gouvernement général à Alger, donc il s'occupait du dossier pétrole, énergie. C'était ça sa fonction au sein du gouvernement général. Donc Salah Bouakwir a donné toutes les informations nécessaires. Déjà, à partir de 1959, ils avaient un certain nombre de données. Bon, Salah Bouakwir sera par la suite liquidé dans des conditions occultes. Oui, donc voilà, on disait donc que ce 19 mars a permis justement l'aboutissement de toute une étape de négociation qui n'était pas la dernière avant la décolonisation, parce que s'en est suivi après 2 étapes de référendum, autant en métropole française qu'en Algérie. On peut dire que... Il fallait quand même valider par la suite tout ça. Après la proclamation du cessez-le-feu, les choses, passez-moi l'expression, étaient pliées. Oui, ça y est, c'est bon, c'est évident. Moi, j'ai eu une phrase qui a été extraordinaire, qui a été reprise par un certain nombre d'historiens, l'ambiance dans les maquis. Il ne faut pas oublier. Certains pensaient que c'était les négociations, les maquis étaient dissimés, or que non, il y avait la résistance continuer, c'est-à-dire la lutte armée se poursuivit le plus normalement du monde dans les maquis. Donc, il y a un historien qui a repris l'état d'esprit au niveau de la Wilaya 3, c'est la phrase de Seymour Hamdoul Hadj, il disait que personne ne dort, personne n'est fatigué. Voilà l'état d'esprit, c'est-à-dire dans lequel on était en éveil, parce que tant que c'était pas acquis, on allait jusqu'au bout. C'est-à-dire c'est l'éveil. C'est l'éveil permanent, c'est-à-dire c'était en état d'éveil. Et puis, il fallait faire tout pour réussir le référendum fixé pour le 1er juillet 1962. Et à mon avis, grâce à la mobilisation des maquisards,
parce qu'ils étaient... Oui, de l'armée de libération nationale ou qu'elle soit déployée. Voilà, le référendum a été un succès retentissant à l'époque. C'était une fête, hein. Le référendum en lui-même était une fête, c'était une liesse populaire. Pratiquement 100% des Algériens avaient voté oui. C'était vraiment très attendu du côté algérien, mais même en France, en métropole, il y a eu quand même un pourcentage très important donc, pour ce qui est de la participation à ce référendum. C'est-à-dire que parce qu'il y avait deux référendums, donc il y avait le côté algérien et le côté français. Les Français, ce sont, c'est-à-dire l'opinion publique métropolitaine à l'époque, vivait la guerre d'Algérie parce que on parlait à un certain moment, on ne parlait pas de guerre d'Algérie, c'était les opérations de maintien de l'ordre, etc., etc. Mais quand l'opinion publique commençait à comprendre ce qui s'est passé, commençait à voir le nombre d'appelés, etc., qui ne revenaient pas, etc., il y avait il y avait une élite d'intellectuels, rappelez-vous, donc le manifeste des 121, etc., qui ont sensibilisé un petit peu l'opinion publique. Et puis il y avait les procès également des militants algériens, des procès extraordinaires qui ont donné écho à la résistance extraordinaire, donc à la résistance, à la lutte du peuple algérien. Toutes ces données ont fait que l'opinion française était un petit peu blasée de la situation des Algériens. C'est pourquoi il y avait donc cette adhésion à ce qu'on appelle, donc c'est pas l'initiative de Gaulle, parce que de Gaulle, il faut le dire, il avait tenté elle avait essayé, donc, tout d'abord, à partir de 1959, de liquider la révolution à travers la mobilisation. Différentes stratégies, disons. D'abord, il avait lancé les grandes opérations militaires, les opérations pierres précieuses, les opérations jumelles, etc., pour justement... juguler cette résistance, cette lutte. Pour mettre un terme à la lutte armée. Il voulait en finir avec les maquis. Mais c'était sans compter sur le courage des unités de la LN à l'intérieur, mais aussi, il y avait une autre donne à l'époque, c'est la création du gouvernement provisoire de la République algérienne à partir de 1958. Donc il y avait une dynamique... Une réelle structure. Il y avait une dynamique sur le plan diplomatique très importante. D'ailleurs, le GPRA a gagné pratiquement, sur le plan diplomatique, a gagné sur toute la ligne, c'est-à-dire jusqu'aux négociations d'Évian. Oui, et puis voilà, la création aussi des fronts, comment dire, de l'armement à l'est, à l'ouest, une gestion autonome à droite, à gauche, donc qui permettait... également le front il y avait du une Sud gestion... qui était très important, le front du Mali, la fin donc des années 50, qui avait également mobilisé les citoyens du Sud algérien pour un petit peu se mobiliser davantage. Parce qu'il y avait il ne faut pas dire qu'il n'y avait pas une mobilisation, mais il y avait une mobilisation, mais pour se mobiliser davantage, parce que la direction de la Révolution avait compris que la France voulait justement préparer un plan pour séparer le sud du nord de l'Algérie, un plan qui n'a pas fonctionné fort heureusement, et nous sommes aujourd'hui libre et indépendant dans un pays souverain. Non, la prouesse de la délégation, c'est qu'ils n'ont pas renoncé à quoi que ce soit, ils n'ont pas renoncé à tous les principes inscrits dans la proclamation du 1er novembre 1954. Et c'est ça, c'est pourquoi d'ailleurs c'est l'un des 6. C'est ça ceux qui ont préparé la proclamation. Le génie de cette révolution réside là, effectivement. Et c'est symboliquement, même sur le plan symbolique, c'est-à-dire on a joué sur des symboles. Parce que celui qui a signé, c'est-à-dire celui qui a présidé fait partie des 6 historiques. C'est-à-dire ceux qui ont lancé la révolution. C'est pas par hasard. C'est-à-dire, elle était là comme pour veiller justement sur le serment des braves. Le serment du 1er novembre 1954. Autant de détermination déjà affichée lors de la rencontre de la Soumam, qui elle aussi mettait aussi en valeur toute cette détermination mise en marche
lors de novembre 54. Merci beaucoup Hassan. Merci Hassan Arab d'avoir été avec nous. C'est toujours passionnant. C'est tout comme la radio, vous savez. J'ai l'impression de vous écouter en radio. Des fois, je m'oubliais tout à l'heure. J'avais envie encore d'en savoir plus. Vous avez des sources fabuleuses et vous nous amenez toujours des nouveautés. On revisite l'histoire avec vous de fort belle manière. Merci infiniment. Merci. Bonne continuation pour la chronique. Merci. Voilà, vous voulez peut-être rajouter un dernier mot, non? Non, ça va, tout va bien. Très bien. Merci beaucoup pour cet éclairage donc relatif au 19 mars 62, fête de la jour de la victoire. Donc voilà. Donc commémoration aujourd'hui à travers le pays. Donc on reviendra justement sur ces commémorations à travers les éditions des journaux télévisés. Merci encore Hassan Arab, passez une excellente journée. On continue donc cette édition de Bonjour d'Algérie tout de suite avec un reportage signé Afaf Belouchet qui elle revient cette fois-ci sur le Salon du Livre de Paris. Tout de suite après, nous retrouverons Yasmine Chouir, réalisatrice, qui signe son tout premier long métrage. C'est un grand moment de retrouvailles hier entre écrivains algériens et leurs fans à Paris. 13 ventes dédicaces en tout étaient organisées au stand d'Algérie, chaque auteur racontant une part de l'Algérie à travers récits, romans ou poésie, histoire. L'histoire justement contée par ses témoins, comme avec le très précieux livre de témoignages que nous offre Mohamed Khaledi de Boussoufa Kennedy. J'ai longtemps résisté pour écrire parce qu'il y a des souffrances qu'on peut pas revivre, non? Mais je me suis convaincu qu'il y avait un devoir de mémoire et que si on ne racontait pas certaines choses qui relèvent du miracle qu'a été la guerre de libération, ça partirait avec moi et ça n'existerait plus, ça n'existerait pas. Donc il fallait ce devoir. Mohamed Tahar Zegeg, lui, a pris pour témoin les grandes signatures de la presse française en 1962, s'appuyant sur 400 articles parus à l'époque pour attester de l'atrocité de l'OAS. Moi, je suis un ancien militant du FLN, j'étais un ancien prisonnier. Et donc, si je devais écrire sur l'OAS que j'ai vécu à Alger après la prison, on dira, eh bien, c'est un militant, il a un parti pris, et donc il développe sa subjectivité. Et là, ce n'est pas contestable. Ce qu'ils ont décrit des violences, de la terreur de l'OAS à cette époque-là, ne peut pas être contesté parce que ce sont des bons Français démocrates qui l'ont écrit eux-mêmes à chaud à l'époque. Autre époque, autre combat. En plus de 2 recueils de poésie, Amin Khen nous livre une série collective au titre très évocateur, Nous autres, éléments pour un manifeste de l'Algérie heureuse. C'est une série de livres collectifs donc, qui mettent ensemble des gens qui pensent différemment, mais qui sont tous intéressés par les problématiques à l'œuvre dans la société algérienne, mais aussi d'autres sociétés comparables. Dans le même esprit, Essia Djemri Bouajej s'inquiète de la préservation du patrimoine architectural de Sétif en plein renouvellement de sa dynamique urbaine et de l'avenir des bâtis qui existent depuis les années 30. Ce corpus qui constitue 51 bâtiments a pour objet de renseigner, de documenter ces bâtiments. Cette documentation à la fois historique, à la fois technique, peut servir à la prise de décision dans le projet de renouvellement de la ville. Pendant ce temps, la Benjamin de nos auteurs, Linda Hendala, qui dans sa dystopie à l'unisson nous embarque dans un voyage vers la Lune pour sauver l'humanité, privilégie les échanges avec le public. La rencontre avec des lecteurs qui me connaissaient ou non, ça m'a permis de discuter de mes écrits avec eux ou de toute autre chose. Enfin, aussi le contact avec le public, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et le public de Wassini Larj était justement largement au rendez-vous. Il est l'une de nos plumes les plus affirmées, appréciée autant par les arabophones que par les francophones. Il regrette cependant le manque d'espace réservé à la littérature arabophone et amazigh. Vous trouverez toujours un lecteur qui viendra vers vous en vous demandant, par exemple, votre dernier écrit en arabe. Et la preuve, là, le dernier livre sur Meiziada était vraiment très très demandé. Par les lecteurs, parce que les lecteurs aussi, qu'ils soient francophones ou arabophones, sont en contact permanent avec les moyens de communication nouveaux. Donc ils voient ce qui se passe, ils ont envie de lire pour le lectorat arabe et pour le lectorat francophone, mais aussi pour le lectorat amazigh. Wassini Larj qui sera justement à Constantine le 16 avril pour présenter entre autres La Maison Andalouse, son dernier roman, dont le personnage principal n'est autre que la maison de Ghdaouj Lamia.
Voilà, on a découvert un petit peu nos auteurs qui participaient là au Salon international du livre de Paris. Donc c'est toujours un plaisir de voir ceux qui nous racontent si bien les histoires. Et c'est aussi un plaisir de raconter l'histoire à travers le cinéma. Et c'est ce que fait voilà, notre invitée suivante, Yasmine Chur, bienvenue. Merci, voilà. Nadia, bonjour. L'écriture de scénario n'a plus de secret pour vous depuis quelques années, donc Yasmine. Alors, heureusement ou malheureusement, plutôt je vais dire heureusement qu'elle a encore des secrets parce que c'est un univers magique qu'on découvre au fur et à mesure et on apprend tous les jours. Mais disons que c'est un langage qui vient appuyer un autre langage puisque vous êtes déjà journaliste et vous découvrez, vous êtes découverte en qualité de réalisatrice il y a quelques années à travers des courts-métrages d'abord. C'est bien cela. Donc 2 courts-métrages, Bab El Djinn. Donc, qui sont. J'en ai vu un, j'ai vu El Bab, je pense. J'ai vu le djinn, il me semble. J'ai vu le djinn et le djinn dans le désert. C'était pas mal. Et El Bab, c'était dans la Casbah. Vous avez tourné donc dans la Casbah et c'était très bien. Merci. C'était très bien. Une belle image, en tout cas, qui vous a un petit peu permis de réaliser une de vos passions, n'est-ce pas? Exactement. Aujourd'hui, c'est le long métrage et je suis contente. De toutes les manières, même pour moi, le court métrage, c'est du cinéma à part entière. Oui. Donc voilà, chaque expérience, chaque film a sa propre aventure et son propre plaisir et sa propre magie, pour redire un petit peu le mot magie, parce que c'est vraiment, on est là-dedans. On est dedans, on constitue une famille qui nous suit pendant un certain... Voilà, une famille avec qui on cohabite. Et la famille du long métrage est un peu plus importante, un peu plus imposante que celle du court métrage, j'imagine. Oui, en fait, peut-être sur le long métrage, il y a un peu plus de moyens, donc on a un peu plus de membres de la famille autour pendant le tournage et ça dure plus longtemps. L'aventure sur un court métrage peut durer peut-être une semaine ou 15 jours. Sur un long, ça peut aller jusqu'à 8 semaines. Donc voilà, c'est en cohabite. C'est vraiment le fait de dire une famille et je pense que c'est le vrai mot pour décrire le quotidien parce que c'est une entreprise, c'est comme une entreprise normale qui travaille à l'année. Simplement là, tout est exacerbé, toutes les émotions sont plus fortes et tout parce que tout est concentré en quelques semaines où c'est très intense. Les tournages se passent de jour comme de nuit. En extérieur, à l'intérieur, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse beau, comme un petit peu ce matin. Dans certaines régions. Ouais. Vous signez votre premier long métrage, donc Yasmine. Il sortira donc avant-première algérienne aujourd'hui, donc ce soir à la salle El Mougar. Donc voilà. J'imagine un petit peu votre émotion. Vous êtes quand même là ce matin. Oui, je fais semblant d'être bien. Oui, je fais semblant que tout va bien. Oui, je suis super peur. Voilà. Non, mais c'est vrai. On va découvrir Il a akhir zaman, donc Until the End of the Time. Et en français, ça donne quoi? Jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. C'est une belle histoire, chargée d'espoir, chargée d'amour, je dirais. Donc on peut peut-être raconter un petit peu le scénario aux téléspectateurs. C'est assez insolite de voir l'amour entre des septuagénaires. Oui, voilà. Alors déjà, l'amour entre septuagénaires, l'amour dans un cimetière. Oui. Et un amour qui naît dans un cimetière. Le cimetière, c'est des Boulqbour. C'est des Boulqbour. Voilà, ça se passe à Sidi Boulqbour. C'est un marabout niché en haut d'une crête comme ça dans le côté ouest du pays. Et dans ce village un petit peu où il y a un pèlerinage chaque c'est pas 3 mois, il y a un groupe des villageois autour qui viennent visiter les tombes de leurs défunts bien-aimés et du coup le film commence par une des ziyaras où une femme arrive dans ce Sidi Boulqbour pour se recueillir sur la tombe de sa sœur, donc Johar qui est campée par Jamila Harès, voilà. Et elle découvre le fossoyeur, donc le rsal et donc le laveur et le fossoyeur de Sidi Boulqbour. Et bon, je ne vais pas en raconter trop, mais il y a quelque chose qui se passe entre ces deux personnes. Elle décide par les astuces du scénario, bien sûr, mais dans l'histoire d'organiser ses propres funérailles. Et elle lui demande de l'aider. Et donc le film, c'est concrètement... c'est l'organisation des funérailles de Johar. Et on va peut-être voir les images un petit peu à travers la bande-annonce. Voilà, c'est mieux, ça parle mieux que moi, les images. On plante un petit peu le décor pour pouvoir rebondir un peu mieux. Allons, va.
يا مسكينه الله يرحمها. هذه شركه غادي تحل هنا ان شاء الله بربي. هنا في سيدي بوخ ان شاء الله. ها هو هذا المحمل كيما راكم تشوفوا. ها وين يجي. ما يزغد لا على الشمال لا على اليمين. هذا كارانتي كاع. والميت نيشان الحفره. رانيش حابه نموت وحدي والقطوط ياكلوا لي عينيا. عرس في سيدي بولقبور. جوز تفضل تفضل. عيب عليك تقارن ما بين النساء والحريات. راهي مريضه بزاف الشيخ. في البقعه كاع ماليها عايشين بالموت. ما كاش واحد فيهم يبغي يقول صح. راني باين نعيش معاك ولو تبقى ليله من عمري. ايش بيه؟ خليك منها. انتم الزوج ما تحشموش كرتو كامل خالداته فيكم العاليه. روحي مسكينيه. Et voilà, c'est Until the End of the Time, une très belle histoire, très touchante qu'on va découvrir dans les salles à partir du 26 mars prochain. Oui, voilà, c'est important de le dire parce qu'on essaye de faire une sortie nationale avec l'ONCI. Donc déjà des dates sont prévues, le 26 mars, donc dans les salles. Je suis désolée, j'ai pas en tête les noms des salles, mais je sais que c'est à Constantine, Oran, Alger, je pense à Béjaïa et nous aurons de toute façon, voilà. Oui, en tout cas, dans les grandes villes algériennes. On essaiera de faire toutes les villes. Dans l'agenda de Bonjour d'Algérie, nous rappellerons les dates avec exactitude. Bien, ne vous en faites pas, Yasmine. Moi, j'aimerais quand même insister sur le fait que, voilà, votre film incarne un petit peu l'adage populaire qui dit l'amour n'a pas d'âge déjà, et d'une. Et puis, vous avez inversé un petit peu la vapeur, inversé complètement les rôles. Ce sont les personnes âgées qui sont mises en avant et ceux qui essaient de les contrôler, ce sont des jeunes. En fait, pour moi, vraiment, c'est l'amour n'a pas d'âge et surtout l'amour ne devrait pas avoir d'âge et ne devrait pas avoir de tabou, ne devrait pas. Déjà, il ne devrait avoir rien. Il devrait juste exister parce qu'il est en nous. Et vraiment, c'est un film qui parle d'amour dans le sens, en dehors de l'histoire d'amour de ces deux personnages-là, il parle d'amour en général, l'amour de tout ce qu'on peut, tout ce qu'on peut aimer, tout ce qui est autour de nous, les gens qui sont vivants, les gens qui sont morts, l'amour de l'autre, l'amour de la vie. Vraiment, c'est... Je ne sais pas si on peut dire hymne à l'amour, mais c'est comme ça que je le vois. En fait, c'est un amour qui naît d'un endroit où on croit que c'est la mort. L'attendre. Et en fait, c'est vrai que le cimetière, pour moi, il représente un petit peu, comme j'imagine, l'imaginaire populaire, le cimetière représente la mort. Et finalement, non, le cimetière, pour moi, après avoir écrit ce film et l'avoir fait, je me rends compte que ce cimetière-là, ou les cimetières ne sont pas des lieux de mort. Ils sont des lieux où il y a nos morts qui sont dedans, mais ce n'est pas des lieux de mort parce que si un lieu mort, c'est un lieu où il n'y a pas de vie. Et finalement, cet endroit, premièrement, bon, déjà visuellement, il y a la vie, il y a les plantes, il y a les animaux, il y a les papillons, il y a tout ça. C'est très beau un cimetière. Et puis, ce qui nous amène dans le cimetière, c'est l'amour. Parce qu'on rentre dans un cimetière, parce qu'on veut se rappeler de ces gens qu'on a aimés et qu'on aime encore. Et c'est un amour qui est éternel. C'est même pas l'amour de l'instant. Quand on va au cimetière, c'est notre amour éternel envers une personne qui nous emmène là. On va voir nos parents, on va voir nos familles, on va voir tout ça. Donc finalement, je me suis posé plein de questions. Et personnellement, je me suis rendu compte à la fin que le cimetière n'est pas un lieu de mort, c'est un lieu d'amour. Et du coup, peut-être que c'est à partir de là que par ce film, avec plein de... Oui, bien sûr, j'imagine un petit peu, vous allez un petit peu entrer dans la tradition, vous allez raconter, j'imagine un petit peu que vous avez un petit peu cousu toute cette histoire avec, bien sûr, en racontant l'Algérie actuelle. Oui, une identité algérienne. En fait, ça, pour moi, c'est important quand on fait un film. Bien sûr, on a le droit de faire tous les films qu'on veut. Et de toutes les manières, dans le film qu'on va faire, il y aura l'identité du lieu où on va tourner. Après, on peut, par exemple, moi, je peux faire un film qui ressemble un peu au film américain. Mais est-ce que c'est quelque chose
de pratique ou d'utile que moi, algérienne, je fasse un film américain. Les Américains, ils font très bien leurs films. Les Français, ils font très bien leurs films. Les Iraniens font très bien leurs films. Quand toi, réalisateur algérien, tu te mets en face de ta caméra et que tu as à choisir des costumes, des décors, des comédiens, de la musique, eh ben, tu as une identité que tu peux partager avec le monde aussi. Tu arrives sur la scène internationale avec des films de différents pays en festival. Chaque film apporte son petit truc. Et si toi, en tant qu'Algérien, tu apportes, c'est une fiction. Mon film, c'est une fiction, hein, c'est pas du documentaire. Tout à fait. Mais ces petites choses qui font que ce film est algérien, pour moi, c'est important. Après, libre à chaque réalisateur de faire ce qu'il veut. Ça, c'est ma vision d'auteur, c'est tout. Très bien. Le film a déjà connu un succès à Dubaï et en Égypte. J'espère qu'il connaîtra en tout cas le même succès avec le public algérien. Il va certainement l'embrasser. C'est le plus important. Oui, c'est le plus important. C'est vrai que faire des festivals, ça permet déjà de rencontrer d'autres réalisateurs, de grandir en tant que réalisatrice ou en tant qu'auteur. Mais rencontrer son public, son premier public et le public algérien, je pense que c'est la chose qui me fait le plus plaisir et le plus peur. Merci beaucoup Yasmine Chouir et bon vent pour cette avant-première ce soir à la salle El Mougar. Bien sûr, c'est sur invitation, mais le public peut découvrir le film à partir du 26 mars prochain en salle à Alger et ailleurs. Toutes les villes. En tous les cas, je m'engage tant que possible à faire toutes les villes. Merci beaucoup. À travers vous, on salue toutes les initiatives, les bonnes initiatives qui mettent en valeur l'amour.